bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par la Fédération française de triathlon. Et puis merci à la Fédération de convier Kinomap pour cette nouvelle session. Donc moi je suis Philippe Moiti, je suis cofondateur de Kinomap, ça fait maintenant quelques années. Et donc le thème de ce soir, c'est les applications de sport connecté. On va faire un petit peu en deux étapes. On a une présentation un petit peu formelle et puis on a déjà reçu une petite dizaine de questions. J'essaierai de répondre le mieux possible aux questions et puis après vous aurez la possibilité de poser les questions que vous souhaitez. Donc le thème de ce soir, c'est les applications de sport connecté. Et en relisant la présentation tout à l'heure, je me dis qu'on aurait peut-être dû dire les applications connectées de sport. Donc ça pourrait faire l'objet d'une discussion un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'on voit apparaître de plus en plus les applications connectées ou les matériels connectés. Et donc, ce qui est intéressant sur le deuxième slide, Charlotte, s'il te plaît, c'est de réfléchir d'abord, c'est connecter pourquoi et à quoi. Parce que connecter pour être connecté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, connecter, mais pourquoi ? L'objectif, je pense, des applications connectées, ce n'est pas l'application, mais c'est plus le terminal, donc ordinateur, smartphone ou tablette qui est connecté. Il y a un petit peu deux objectifs. Alors, celui qui est le plus connu, c'est pour les utilisateurs, les personnes qu'on essaie de servir le mieux possible. Le but, l'entraînement indoor, c'est très monotone. Donc, comment on rend cet entraînement le moins monotone possible pour s'entraîner mieux, plus souvent, plus longtemps et également se distraire et garder la partie sociale. Il y a un petit peu 4 points sous-jacents à cela. Il y a un aspect technique, c'est pour lutter contre la monotonie, il faut proposer de la diversité des parcours. Et quand vous avez choisi un parcours, c'est aussi la diversité pendant l'utilisation de ce parcours. Et ça, c'est notamment avec le changement de résistance ou le changement d'inclinaison sur un tapis de course. C'est vraiment la fonctionnalité qui a été développée ces dernières années, le fait que l'application puisse piloter directement la machine. On reviendra tout à l'heure sur les modes de connexion, mais c'est récupérer votre vitesse, votre cadence, votre puissance et pouvoir changer la résistance ou l'inclinaison de la machine en fonction du parcours que vous empruntez. Ça, c'est un petit peu un aspect technique, c'est la diversité pendant l'entraînement. Il y a un deuxième aspect qui est très important et qui nous manque le plus peut-être en ces périodes de confinement, c'est l'aspect social. C'est s'entraîner chez soi, c'est difficile, c'est monotone et on s'ennuie vite tout seul. Donc, comment on apporte cet aspect social de pouvoir retrouver soit des amis, soit d'autres compétiteurs qui nous retrouvent. Donc, c'est le deuxième aspect. Un aspect technique, un aspect social. Il y a un aspect un petit peu programmatique. C'est je cherche à m'entraîner pour une prochaine cyclo-sportive ou à perdre du poids ou à améliorer mon endurance, mon explosivité. Et donc, je vais rejoindre un programme qui va m'accompagner pour atteindre cet objectif. Et un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, c'est la gamification, qu'on vient pas nécessairement rechercher, mais en tous les cas qui est présente dans la plupart des applications et de nombreux environnements aujourd'hui. La gamification, c'est un petit peu comment on rend une certaine addiction pour que l'entraînement que vous réalisez se passe le mieux possible, que vous ne rendiez pas compte du temps qui passe et que vous ayez envie de revenir. Donc, c'est un petit peu les 4 critères importants qu'on essaye d'apporter, que les éditeurs essayent d'apporter aux utilisateurs pour rendre leur entraînement le plus agréable possible ou le plus efficace. Alors, j'ai rajouté une petite ligne pour les fabricants et les éditeurs. Il y a un petit peu un objectif caché, qui n'est pas caché par malice, mais finalement, une application connectée, c'est le seul moyen, le meilleur moyen, mais sûrement le seul, de rester en contact avec les utilisateurs. La plupart des fabricants passent par des distributeurs, puis des revendeurs, qui peuvent être votre magasin de vélo ou une grande surface du sport, Decathlon, Go Sport, etc. Et donc, entre le fabricant et l'utilisateur, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui sont arrivés, l'importateur, le distributeur, le revendeur. Et donc, le fabricant perd la connaissance de ses utilisateurs. Et grâce à l'application, on peut connaître l'usage qui est fait des machines. Alors, ce n'est pas tellement sur le fait de connaître, savoir qui vous êtes, ce que vous faites, combien de fois vous entraînez, ce que vous regardez, etc. C'est plus là, on est dans du big data, disons anonyme, et nous, on est assez souvent sollicité par des fabricants pour avoir des statistiques sur l'utilisation des machines, notamment à des fins de maintenance préventive. Alors, c'est moins vrai sur les home trainers qui sont vraiment adaptés pour un usage assez intensif, mais dans la partie cardio-training, donc tout ce qui est vélo d'appartement et tapis de course, vous imaginez bien qu'un tapis qui est dans une salle de gym
avec 80 personnes ou 100 personnes tous les jours entre 8 heures et 22 heures qui vont s'entraîner sur le tapis de course ou un usage que vous avez à la maison d'un tapis qui va être utilisé peut-être 2 ou 3 fois par semaine simplement par vous-même, ce n'est pas la même machine, ce n'est pas le même usage et donc ce n'est pas le même design. Et donc, l'application permet aussi aux constructeurs de savoir qu'une machine n'a peut-être pas été vendue au bon utilisateur ou que le commercial, le vendeur dans le magasin, a vendu peut-être une machine qui n'était pas adaptée à l'utilisateur. Et si la machine est prévue pour être utilisée une fois par semaine et que vous l'utilisez pour faire 50 km 3 fois par semaine, bah, peut-être qu'il faut renforcer les roulements, il faut changer la courroie. Et donc, ça, c'est une information qui est importante. Et du coup, nous, en tant qu'éditeurs, on essaie de répondre à ces deux objectifs, satisfaire les utilisateurs, évidemment, c'est notre priorité, mais également pouvoir donner des informations, non pas sur les utilisateurs, mais sur l'utilisation des machines, pour que les fabricants puissent avoir des machines qui soient le plus adaptées possible à l'usage. Alors, on a vu connecter pourquoi, connecter à quoi. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel et également le mode d'interaction. C'est souvent des questions que l'on a. Alors, sur la partie matérielle, il y a un petit peu trois types de matériel, ce qu'on appelle les capteurs, les objets connectés. Donc, on va retrouver tout ce qui est capteur de vitesse, capteur de cadence, capteur de foulée, capteur de puissance, si vous en avez un, les ceintures cardio. Donc ça, c'est sur les accessoires que vous pouvez porter vous-même ou que vous pouvez installer sur votre équipement. Et puis, deux catégories assez différentes, finalement, ce qu'on appelle les smart trainers ou les home trainers. Donc, c'est les châssis que vous connaissez sur lesquels vous allez installer votre propre vélo. Et puis, les équipements de cardio-training sur lesquels on va retrouver une gamme un petit peu plus large. Alors, des fois, c'est considéré comme des équipements de fitness, mais c'est plus large que ça. Donc, dans les équipements de cardio-training, on va retrouver tout ce qui est vélo d'appartement, les vélos semi-couchés, les vélos elliptiques, les vélos de spinning, que vous retrouvez peut-être si vous allez dans des cours de RPM, les tapis de course, les rameurs, et puis une série d'équipements qu'on commence à voir arriver, qui sont un peu des équipements sur des marchés de niche aujourd'hui, ce qu'on appelle les skiers, pour simuler le ski de fond, ou les climbers, ou les tapis de course qui permettent d'avoir des pentes beaucoup plus importantes, ce qui est bien pour l'ultra-trail, par exemple. Donc, et les matériels et les modes d'interaction sont un peu indissociables, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble, pour savoir comment finalement connecter son équipement. Alors, vous avez peut-être chez vous un vieux vélo d'appartement que vous avez acheté il y a 10 ou 15 ans qui est remisé quelque part dans votre grenier ou votre sous-sol ou votre garage, qui sert plutôt de porte-manteau, qui n'a pas d'électronique du tout. Vous pouvez toujours vous entraîner sur cet équipement, ce qu'on appelle le mode non smart. Dans ce cas-là, si la machine n'a pas d'électronique, ça peut être le cas aussi d'un simple home trainer. Il y a quelques années, l'année dernière, je crois encore, Decathlon vendait un home trainer à 49,99 chez Decathlon. Donc, évidemment, il n'y avait pas d'électronique. Vous pouvez quand même l'utiliser. Il suffit simplement, puisque vous ne pouvez pas connecter le matériel en tant que tel, c'est de vous connecter vous. Alors, si vous êtes sur un tapis de course, vous mettez un petit capteur de foulée sur votre chaussure et on va récupérer votre vitesse et votre foulée. Si vous êtes sur un vélo, il suffit de connecter un capteur de cadence sur la manivelle, un capteur de vitesse cadence sur la roue arrière, voir si vous avez un capteur de puissance. Le home trainer n'est pas connectable, mais votre vélo l'est. Et ce capteur de vitesse cadence, c'est celui que vous utilisez déjà sur la route quand vous allez à l'extérieur. Quand vous revenez à l'intérieur, vous connectez votre capteur vitesse cadence et vous pouvez réaliser un entraînement. Dans ce cas-là, on va avoir la machine n'est pas nécessairement connectée en tant que telle. Par contre, l'ensemble que vous formez avec la machine devient connectable. Donc ça, c'est le premier niveau d'interaction pour les équipements qui n'ont pas du tout d'électronique. Aujourd'hui, pour un capteur de cadence, ça doit coûter sur des sites de vente en ligne, type Alltrix ou Amazon, vous devez en trouver à peut-être 30 €, un capteur vitesse cadence à peu près pour le même prix, capteur de foulée peut-être un petit peu plus, mais en gros, pour entre 30 et 50 €, vous pouvez globalement connecter n'importe quelle machine, y compris les machines qui n'étaient pas prévues pour être connectées. La seule contrainte dans ce cas-là, c'est que la machine n'étant pas motorisée, le changement de résistance ou le changement d'inclinaison sera manuel. Mais néanmoins, vous pouvez vous entraîner. Et donc, si vous êtes sur un vélo, plus vous pédalez vite, plus la vidéo, si c'est une vidéo, va aller vite. Si vous arrêtez de pédaler, elle s'arrête. Ça, c'est le mode, ce qu'on appelle non smart ou smart. Smart, c'est
vous avez maintenant des home trainers qui sont connectables mais non motorisés, c'est-à-dire le changement de résistance se fait toujours à la main. Vous avez simplement un câble qui revient sur le guidon et l'application, si elle est bien faite, devrait vous donner des indications en disant si vous êtes sur un parcours à 8% de pente, l'application devrait vous dire vous devriez être en résistance 5, 6, 7 en fonction du niveau de résistance. Donc, machine, pas d'électronique, vous rajoutez un capteur. Machine qui est connectable, mais pas motorisée, c'est le mode Smart. Et un petit peu la Rolls, et aujourd'hui, c'est la plupart des, non pas du parc installé, mais des nouvelles machines qui sont commercialisées aujourd'hui, ce qu'on appelle Smart et interactive, c'est-à-dire qu'on peut se connecter dessus pour récupérer votre vitesse, votre cadence, votre foulée. Et puis, elles sont motorisées, c'est-à-dire que l'application va pouvoir changer la résistance sur un home trainer, un smart trainer par exemple, ou sur un tapis de course, changer l'inclinaison du tapis. Voilà. Donc, il y a une solution pour tous les budgets, ça c'est très important. Plus la machine, c'est souvent le cas, hein, plus la machine est sophistiquée, plus elle est chère et plus l'expérience est interactive, mais ça fonctionne déjà très bien. Alors, pour ceux qui ont un home trainer non connecté, c'est une question qui a été posée. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on les a calibrés à l'avance. C'est-à-dire on a pris des capteurs de puissance, des pédales capteurs de puissance ou du SRM, et puis on s'est dit à 60 RPM, si vous êtes en résistance à 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, on a pris en résistance 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, et on a mesuré la puissance réalisée. Donc on sait que 60 RPM à 20 km/h, en résistance 1, vous faites du 63 watts,7, et si vous êtes en résistance 9, vous faites du 140 watts par exemple. Et donc de cette façon-là, on ne peut pas mesurer la puissance, mais on va calculer la puissance en fonction de votre vitesse cadence par niveau de résistance. Évidemment, comme on ne contrôle pas le changement de résistance, bah, c'est simplement à vous de changer la résistance, de respecter un petit peu les consignes qui sont données. Mais si à un moment donné, vous trouvez que c'est trop difficile, bah, vous changez de résistance. Donc les données seront moins réalistes, mais néanmoins, vous pouvez faire un entraînement interactif. Et donc, plus vous irez vite, plus la vidéo ira vite. Et si vous ralentissez, la vidéo va ralentir. C'est vrai que maintenant, sur les machines smart interactives, généralement, sur les home trainers aux alentours de 300 à 600 euros, c'est généralement de la puissance qui est calculée, un peu sur la méthode que je vous ai indiquée, on étalonne les machines. Et sur les machines entre 800 et peut-être 1200 euros, généralement, il y a un vrai capteur de puissance qui nous envoie directement les watts. Et donc, on utilise les watts que vous produisez moyennant des coefficients de frottement de votre vélo, de résistance au vent. Les watts fois la pente, globalement, c'est la vitesse que vous devriez avoir sur le parcours. Voilà. Et donc, plus l'équipement, plus la puissance est mesurée de façon fiable, plus l'expérience que vous avez sur le home trainer est réaliste. Alors, pour les applications, c'est un petit peu une discussion qu'on a eue en interne. C'est vrai que c'est une présentation de Kinomap, mais on voulait surtout vous donner un panorama un petit peu des applications qui existent. Et en fait, on a regardé sur le site des constructeurs, donc ceux que vous connaissez bien sur les home trainers, donc Wahoo, Tacx, Elite, Saris. Et on a trouvé sur le site de Wahoo, finalement, un nombre assez important, je pense, qui référence à peu près 200 applications. Alors, on ne va pas toutes les parcourir, mais vous pourrez aller faire un petit tour. Donc, on est en train de déplier toutes ces applications. Et donc, on trouvait que c'était intéressant de regarder comment un fabricant comme Wahoo classait les applications. Et si on remonte tout en haut de cette page-là, alors généralement, les fabricants, ils sont tous un petit peu incorrigibles. Les premières applications, ce sont les leurs. Donc, l'icône que vous voyez, Surf, c'est Sufferfest. C'était un de nos confrères ou un de nos concurrents qui a été racheté par Wahoo il y a peut-être un an. Donc, généralement, le fabricant, si vous achetez un Tacx, un Saris, un Elite ou un Wahoo, va recommander d'abord ces applications. Donc, c'est une bonne guerre. Généralement, ils ont une application à eux qui s'appelle Wahoo Fitness ici, qui permet en fait de recalibrer votre machine. C'est-à-dire régulièrement, une fois par mois, un process qu'on appelle le spin down calibration qui permet de recalibrer à peu près votre machine. Donc ça, c'est les applications un peu propriétaires. Et si on descend un petit peu dans ce qu'on appelle les applications ici,
on va retrouver un groupe de 5 à 10 un peu leaders sur le marché. C'est un petit peu prétentieux de se présenter comme ça, mais c'est quand même ça. Sur lequel il y a 3 grandes catégories. Je vais revenir, on va repasser sur la présentation après. Et après, vous verrez à peu près 200 applications compatibles. Mais si on revient sur les applications un petit peu de référence sur la présentation, on les a classées en 3 catégories. Voilà. Survenir sur la présentation. Voilà. Donc, le fractionné, c'est les entraînements par intervalle que vous connaissez, j'imagine, très bien. Il y a un acteur un peu leader qui s'appelle TrainerRod. Donc là, il n'y a pas vraiment de contenu vidéo. Le but, ce n'est pas du tout la distraction de vous faire parcourir le monde. C'est vraiment aller dans le dur et des entraînements fractionnés en fonction de l'objectif que vous devez atteindre. Certains d'entre vous utilisent peut-être la plateforme TrainingPeaks. Donc, c'est pouvoir récupérer des entraînements fractionnés de TrainingPeaks et les réintégrer sur une application qui va piloter la machine. Donc ça, c'est une première catégorie. Alors, il y en a d'autres, mais c'est vraiment un des leaders. Le deuxième, évidemment, que tout le monde a en tête, c'est Zwift, avec son challenger qui s'appelle Road Grand Tour, hein, qui a été renommé en RGT. Donc là, on est dans le monde plus du jeu vidéo, très réaliste, très bien fait, très addictif, parce qu'à la base, c'est un jeu de rallye automobile qui a été transformé petit à petit et fortement amélioré pour passer au cyclisme. Donc là, on est dans la réalité virtuelle ou le 3D. Ce n'est pas tellement l'environnement graphique qui est important dans ce genre d'application. C'est vraiment, vous y allez pour faire de la concurrence, pour rentrer en compétition avec d'autres contributeurs. C'est un peu le même état d'esprit que vous avez dans Strava avec, si vous avez des KOM ou des QOM, donc des King of Mountain ou Queen of Mountain. Le but, c'est de savoir si sur un segment, vous êtes premier ou première. Dans Zwift, on est vraiment dans cette catégorie-là. C'est un peu une course perpétuelle. Vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Et donc, on est en mode compétition. Finalement, l'environnement graphique qui vous est proposé s'efface un petit peu par l'attrait de la compétition. Et c'est extrêmement bien fait. C'est un de nos gros concurrents, comme les sociétés anglo-saxonnes, qui a réussi à faire des levées de fonds assez considérables. La dernière date il y a juste un mois, de 450 millions de dollars. Donc ça commence à être un acteur important et c'est pour ça que vous le retrouvez sur les pubs, sur Eurosport et sur d'autres chaînes. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Nous, on a pris avec d'autres confrères, notamment Rouvi et Fullgaz, une orientation un petit peu différente sur laquelle on est sur la vidéo réelle, donc des parcours qui ont été filmés en extérieur, sur lequel on récupère la trace GPS et qui nous permet de changer la résistance. Après, chaque éditeur a un petit peu ses spécificités, mais on reste toujours dans ces 3 catégories. Donc, nous, on fait un peu de fractionné. Donc, Rouvi s'est mis à faire un petit peu de 3D. Je crois que Zwift fait maintenant du fractionné. Donc, ce n'est pas aussi étanche qu'on le voit sur ce slide, mais c'est un petit peu les trois grandes catégories. Sur les 200 applications, à peu près la bonne centaine que référence Wahoo, vous allez retrouver un peu du tout venant, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est généralement des applications un peu moins approfondies, mais qui ont l'avantage souvent d'être gratuites. Vous avez des applications où vous pouvez vous entraîner sur il n'y a pas de vidéo, mais c'est des vues Street View, donc c'est de la photo qui va s'afficher au fur et à mesure. Il y a des applications qui sont ce qu'on appelle, nous, le GPS only, c'est-à-dire que vous avez juste un point fit ou un tracé GPX d'un organisateur et vous allez vous entraîner dessus. Il n'y a pas de vidéo, mais ça va quand même simuler la pente en fonction du parcours que vous avez emprunté. Il y a du fractionné, il y a des petits jeux vidéo, donc il y a une grande diversité, mais à nouveau, il faut se positionner un peu dans ces 3 catégories, vraiment les entraînements par intervalle, donc le fractionné, tout ce qui est 3D, et puis la vidéo réelle. Ce qui est important pour vous, je pense, pour tout le monde, c'est que on a cherché, et on n'est pas les seuls, hein, les autres éditeurs, à aussi s'intégrer, ne pas être en rivalité entre le indoor et l'outdoor. On pense que nous, il n'y a qu'une pratique sportive de cyclisme ou de running, d'aviron qui concerne moins la fédé de triathlon, mais c'est une seule pratique. Et en fonction des contraintes que vous avez, en fonction de votre environnement familial, de l'espace que vous avez chez vous, de là où vous habitez, de ce qui vous intéresse, vous ne pouvez pas toujours pratiquer à l'extérieur. Si vous avez des déplacements importants,
n'avez pas nécessairement le matériel, vous n'avez pas la possibilité d'aller faire une ascension le week-end parce que vous êtes à Paris, ça va déjà vous prendre un peu de temps pour sortir, aller dans la vallée de Chevreuse. Donc, il n'y a pas d'opposition pour nous entre le indoor et le outdoor. C'est vraiment une seule pratique. Et en fonction des contraintes et de l'environnement dans lequel vous êtes et du temps que vous avez, eh ben, vous allez pouvoir combiner l'indoor et l'outdoor. Et ça, c'est vraiment un point, j'y reviendrai tout à l'heure sur le choix de Kinomap. Nous, très vite, on a été les premiers à avoir un export sur Strava. Strava avait créé les virtual rides pour nous et après l'a ouvert à Zwift et à d'autres. C'était de se dire, bah, si je fais des sessions en intérieur, les données qu'on collecte pendant votre session en intérieur sont suffisamment réalistes pour qu'elles soient publiées dans votre plateforme que vous utilisez pour l'extérieur. J'en ai noté que 2 avec Strava et Runtastic, mais évidemment, il y en a d'autres. Et donc, le but, c'est que vous ayez une seule plateforme pour dire je vais enregistrer mes données d'entraînement, mes données de parcours, mes sorties sur une seule plateforme, que ce soit du indoor et de l'outdoor. On n'avait pas vocation à recréer un Strava de l'indoor, ça n'avait pas de sens. Strava était très bien fait, donc ce qu'on vient, c'est qu'on vient alimenter la plateforme Strava et exporter les données à votre place, ou vous le faites manuellement en automatique, simplement pour que vous puissiez avoir dans votre compte Strava les parcours que vous avez fait à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça va être un petit tacle par rapport à Zwift, mais c'est quand même un point important, c'est que nous, on est très attachés à la pratique en extérieur. Et donc, ce qu'on essaye de faire par les vidéos géolocalisées qu'on va vous présenter, c'est vous donner envie l'été prochain d'aller passer vos vacances au Ventoux, d'aller faire un stage, je sais pas, à Majorque pendant l'hiver pour de cyclisme, etc. Donc, que la vidéo soit suffisante, la vidéo réelle et donc réaliste pour vous donner envie d'aller à l'extérieur, aller voir une course, participer à une course, éventuellement vous entraîner pour une cyclosportive et vous dire, bah, finalement, je ne suis pas si mauvais que ça et je peux m'inscrire, je ne serai pas ridicule le jour de la cyclosportive. On a d'autres confrères, on est plutôt là dans le domaine de la réalité virtuelle et du 3D, qui cherchent presque à faire l'inverse, qui vont vous dire, bah, le cyclisme, c'est dangereux, et c'est vrai qu'on sait que c'est dangereux sur la route. L'expérience indoor est tellement réaliste que vous n'avez peut-être plus besoin d'aller en extérieur. Et puis, n'allez plus voir de course parce qu'on va le faire en mode e-sport, et vous irez plutôt à l'hôtel Accor Arena pour aller voir un spectacle d'indoor cycling et aller au show. Et donc, c'est plus la peine d'aller. Le show, c'est plus la course, c'est simplement le spectacle qu'on va organiser. Alors, c'est très bien, mais nous, on est vraiment dans une logique inverse. Est-ce qu'on peut vous permettre à nos utilisateurs de continuer une pratique la plus agréable possible, la plus réaliste possible, la plus distrayante possible, le fait de parcourir le monde, en attendant de pouvoir ressortir. Alors, je ne parle pas que du confinement, mais simplement quand on habite en ville ou quand on est saison hivernale, c'est très difficile de sortir, ou alors on fait des tours de Longchamp à la frontale. Et donc, voilà, c'est donner cette envie de continuer la pratique toute l'année et pour que dès que le week-end arrive, vous puissiez retrouver votre club, vos amis et ressortir ou passer sur la partie pendant vos vacances, aller retrouver des parcours qui vous intéressent, que vous avez découverts. Alors, pourquoi le choix de Kinomap? Donc, moi, je suis un des 2 fondateurs. On est deux associés avec Laurent Desmond. Et ce qu'on vous apporte, ce qu'on essaie d'apporter au mieux, c'est d'explorer le monde depuis chez soi. Alors, à ce jour, on héberge 300 000 kilomètres de vidéos géolocalisées. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre activité. On a 600 000 utilisateurs à travers le monde. Alors, 600 000 utilisateurs, ce n'est pas 600 000 clients, hein, c'est des utilisateurs qui sont créés un compte et qui ont au moins fait un entraînement une fois sur Kinomap. Et on a cette plateforme de vidéos géolocalisées, je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste, nous permet aujourd'hui de récupérer entre 25 et 50 nouvelles vidéos par jour. Alors, elles ne sont pas toutes de grande qualité, parce que c'est un site, c'est du contenu généré par les utilisateurs. Donc, c'est vrai, quand on a démarré le site il y a maintenant 7-8 ans, si je prends l'exemple du Ventoux, bah, le jour où on avait la première vidéo du Ventoux, on était content, mais la qualité, finalement, c'était la qualité que ce contributeur avait tourné. Aujourd'hui, on a tellement de vidéos si on a 30 ou 50 vidéos du Ventoux, on est sûr d'avoir l'ascension du Ventoux par les 3 côtés et d'avoir une vidéo de grande qualité, stabilisée, etc. Donc, on est un petit peu attaché à la quantité parce que par la quantité arrive aussi
la qualité des vidéos et être sûr que vous pouvez toujours trouver le parcours qui vous intéresse, qui emprunte peut-être pas la totalité de ce que vous voulez faire, mais au moins une bonne partie du parcours, et on a des critères de recherche géographique. Donc ça a été vraiment la base de notre fonctionnement. Sur l'historique, mon associé Laurent, en fait, habite un petit village, et il y a pile 10 ans, Google annonçait Street View, donc un système de photos. Hein, c'est toujours pas de la vidéo, c'est des photos de grande qualité. Et donc Laurent, qui habite dans un petit village, une petite ville, à côté de Douai, dans le nord, dans les Hauts-de-France, s'est dit Google viendra jamais dans ma ville, je vais le faire moi-même. Bon, il se trouve que Google est passé partout entre-temps, mais c'était assez peu prévisible de voir Google aller filmer les rues de son village, et il a commencé à filmer le parcours avec une vidéo géolocalisée. Donc le principe de la vidéo géolocalisée, c'est que quand vous filmez la vidéo, vous enregistrez aussi votre trace GPS avec votre montre, votre application connectée style Strava ou Runtastic, ou votre compteur Garmin, ou votre compteur Wahoo, et vous récupérez les données. Quand vous uploadez sur Kinomap, à la différence de YouTube, c'est un petit peu comme si vous aviez YouTube et Google Maps synchronisés. Vous uploadez les deux fichiers et on va resynchroniser de telle manière que quand vous lisez la vidéo, vous allez avoir votre petite icône qui va se déplacer sur le parcours et la carte reste interactive. L'avantage de la géolocalisation des vidéos, c'est qu'on récupère deux données qui sont extrêmement importantes, votre vitesse de déplacement et le dénivelé. Le dénivelé, c'est très simple, c'est ce qu'on va utiliser pour changer la résistance de votre vélo ou l'inclinaison du tapis de course. Et la vitesse d'enregistrement, elle est importante également parce que quand vous allez vous entraîner sur Kinomap, on va ajuster la vitesse de la vidéo à votre vitesse. Donc, si moi, je roule à 25 km/h sur une vidéo qui a été enregistrée à 20 km/h, pour être sûr de voir là où j'aurais dû être sur la route, on va accélérer la vidéo pour que la vidéo soit lue à votre vitesse. Et à l'inverse, c'est une vidéo à 30 km/h et je fais que du 18, on va ralentir la vidéo pour être sûr que ce que je vois, c'est là où j'aurais dû être. Et ces données-là, on les récupère par la géolocalisation. Et dans le slide tout à l'heure, on disait qu'on avait 300 000 km de vidéos. En fait, on ne compte pas tellement les vidéos par heure de vidéo, mais plutôt par distance, parce que chaque parcours a une distance parcourue. Et donc, les 300 km, c'est si on faisait l'agrégation de toutes les vidéos actuellement postées sur Kinomap. Donc ça, c'est vraiment notre cœur d'activité, donc 25 à 50 nouvelles vidéos par jour. Et c'est un site de contribution, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. Et vous pouvez poster vos propres vidéos et les partager avec la communauté. Simplement, on les vérifie. On vérifie que le contenu est intéressant, que la qualité est suffisante. Si des fois on a des vidéos, on a un spécialiste au Japon qui nous fait des vidéos de nuit quand il pleut, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les proposer à l'entraînement indoor. Donc ça, c'est notre activité principale sur le site kinomap.com. Et on a lancé il y a un an les vidéos de coaching. Donc là, on a un fonctionnement un petit peu différent. La vidéo de coaching est plutôt une vidéo éventuellement qui a été entraînée en indoor, ou sur lequel on n'utilise pas le dénivelé du parcours, mais le coach va vous donner des instructions en disant, voilà, sur une vidéo d'une demi-heure, vous avez 5 minutes d'échauffement à pas plus de 75 pulsations par minute, pardon. Et si vous êtes déjà à 90 ou à 100, l'application va donc libérer un peu de résistance pour vous ramener sur le seuil, ou un pourcentage de votre FTP, va vous ramener sur un seuil qui est votre seuil d'échauffement. Si la personne est toujours à 60 de pulsation et que le coach dit pour s'échauffer, il faut être au moins à 80, on va augmenter la résistance. Si vous avez un problème de genou et que votre médecin vous dit pas plus de 80 RPM, par exemple, sur votre cadence, si vous êtes à 90 RPM, on va le durcir un petit peu pour ramener la cadence au niveau de la consigne. Donc ça, c'est les vidéos de coaching. Après, le coach va vous dire, on travaille l'explosivité, vous faites 300 watts pendant 27 secondes, une phase de récupération, on travaille sur l'endurance. Donc en fait, on substitue le dénivelé qui nous servait principalement pour changer la résistance du vélo ou l'inclinaison sur un tapis de course par des données que le coach va établir en termes de niveau de résistance, puissance, éventuellement cadence et rythme cardiaque. Donc ça, c'est un axe de développement que l'on a.
L'avantage des vidéos de coaching, c'est que du coup, on peut se projeter sur des durées. Si vous avez un objectif qui est de participer à une cyclosportive, à améliorer votre BMA ou éventuellement ou de la perte de poids, ou quel que soit votre objectif, dans ce cas-là, vous rentrez dans un programme de coaching et le coach va vous indiquer un certain nombre de consignes à faire. Éventuellement, vous pouvez partager avec lui les données d'entraînement. Donc, à la fin, il va pouvoir analyser votre entraînement et vous conseiller éventuellement de faire d'autres vidéos. Et c'est du coup la grosse différence qu'on a dans une application connectée par rapport à simplement une vidéo YouTube. Si vous regardez une vidéo de l'Alpe d'Huez ou une vidéo de coaching sur YouTube, elle peut être un petit peu interactive parce que si le coach vous donne des instructions en disant faites ceci, faites cela, on accélère, on ralentit, on récupère, si vous suivez les consignes du coach, vous pouvez évidemment, il y a une certaine interaction, mais ça n'interagit pas avec la machine et surtout, il n'y a pas de données qui sont enregistrées. Dès lors que vous avez une application connectée, la machine est pilotée par l'application, donc ça c'est quand même intéressant, parce que les consignes sont directement transmises sur la machine, même si à tout moment vous pouvez les ajuster par vous-même, et surtout les données sont mémorisées, donc vous pouvez soit les partager sur Strava, soit les partager sur le coach. Dans Kinomap, on a un mode dit Ghost, c'est-à-dire que si vous faites 2 fois la même vidéo, vous allez donc voir apparaître dans la vidéo et sur le classement votre propre parcours, donc vous pouvez vous entraîner contre vous-même. Et ça, c'est les modes d'entraînement qui sont un petit peu listés. On a 3-4 modes d'entraînement un petit peu différents. On a un mode découverte. Donc là, la vidéo est lue à sa vitesse d'enregistrement. Si le midi, vous avez une demi-heure à passer, vous prenez une vidéo d'une demi-heure et ça va vous prendre une demi-heure à parcourir à la vitesse de celui qui a filmé. Donc ça, c'est vraiment un mode plutôt pour les débutants. Le mode challenge, c'est celui que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va adapter la vitesse de la vidéo à votre propre vitesse. Donc, si je prends une vidéo de demi-heure, si je suis très bon, ça va peut-être me prendre 22 minutes. Si je suis très mauvais, ça va prendre 45 minutes. Et dans ce mode challenge, on va faire apparaître des participants qui sont par défaut celui qui a filmé, ce que nous on appelle le vidéomaker, le contributeur. Éventuellement vous-même si vous avez déjà fait cette vidéo, et on va aller chercher dans notre base de données des gens qui ont fait déjà ce parcours-là avec la même machine que vous. Parce qu'il y a une grosse disparité dans les équipements, dans la fiabilité des données qui sont transmises. Donc là, si vous avez un équipement Tax Neo, on va aller chercher les gens qui ont fait un Tax Neo ou un Wahoo Kicker ou un Elite Duo, par exemple. On va aller chercher dans notre base de données. Donc vous n'êtes pas tout seul, mais on vous accompagne et ce sont des vrais participants mais qui ont déjà fait cet enregistrement à l'avance. Et puis, on a un mode course qui est décliné sur 2 modes, les courses publiques et les courses privées. Donc, les courses publiques, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez rejoindre Kinomap pour faire une course publique. N'importe qui peut rejoindre une course de vélo, de course à pied et d'aviron. Et donc, quel que soit votre équipement, quelle que soit votre localisation, et donc là, c'est tout le monde, tous les participants sont ensemble et vous avez sur le vélo un phénomène d'aspiration qui va être disponible. Dans les courses privées, c'est le même mode de fonctionnement, sauf que vous allez inviter vos amis. On a un système de like et de follow, comme sur les réseaux sociaux. Et vous dites, voilà, samedi, 16h30, j'invite mes amis et on décide de faire la montée du Tourmalet tous ensemble. Et dans ce cas-là, vos relations dans Kinomap vont être notifiées en disant, Paul-Émile vous invite à faire une course privée. C'est ce qu'on fait en ce moment avec les challenges avec la Fédération française de triathlon, sur lesquels on a des courses multijoueurs qui sont exclusivement réservées aux licenciés qui ont activé leur code d'activation dans Kinomap. Donc ça, mode découverte pour les débutants, un mode challenge que vous pouvez démarrer à n'importe quel moment, et puis les courses live sur lesquelles, et c'est ce que vous avez sur la capture d'écran, vous avez le classement des différents participants. Alors, et demain c'est pas demain, elle commence aujourd'hui, je crois qu'il y a un film qui est comme ça. On a toujours plus de vidéos, ça je l'ai déjà mentionné. D'ici, j'espère, 15 jours, 3 semaines, on va proposer un mode freeride. Donc là, c'est la possibilité simplement d'avoir un mode comme une console connectée. C'est-à-dire que si vous voulez vous entraîner sur votre tapis de course, votre home trainer, votre vélo
d'appartement, mais pas avoir de programme, simplement en fonction de ce que vous voulez faire, un peu comme à la salle de gym où vous appuyez sur plus-moins sur la machine quand vous voulez que ce soit plus dur ou moins dur. Ben, on va garder ce mode-là où vous serez libre de choisir le niveau de résistance ou d'inclinaison que vous souhaitez, à la vitesse que vous souhaitez, sauf qu'on va garder, pareil, un enregistrement et à la fin de la session, vous aurez le rapport d'activité de votre session. On a un autre mode qui va être lancé peut-être fin d'année ou en tout cas en janvier, qui est déjà bien avancé. C'est un mode dit GPS only. Bon, désolé pour tous ces anglicismes. C'est que pour l'instant, dans Kinomap, si vous voulez vous entraîner, vous êtes obligé de sélectionner une vidéo soit que vous avez enregistrée, soit qui a déjà été enregistrée. Le mode GPS only, ça correspond, soit vous récupérez un point fit ou un GPX d'une connaissance qui a fait un parcours intéressant ou qui allait faire une reconnaissance de course, vous le récupérez dans Garmin Connect ou dans Strava, mais vous n'avez pas la vidéo. Pour l'instant, Kinomap ne vous autorisait pas à vous entraîner sur ce mode GPS. Il fallait absolument une vidéo. Et donc, on va proposer aux utilisateurs de pouvoir télécharger leur propre fichier GPX ou leur point fit et s'entraîner dessus, même s'il n'y a pas de vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive vraiment en tout début d'année prochaine. Et le gros chantier qui sera mis en ligne dans courant du premier trimestre, j'espère plutôt milieu du premier trimestre que fin du trimestre, c'est du fractionné sur mesure. Sur Kinomap, aujourd'hui, vous avez déjà des entraînements fractionnés et ils sont prédéfinis. Vous pouvez juste choisir le seuil, c'est-à-dire monter ou baisser le niveau de résistance, et puis la durée de l'entraînement. Là, vous aurez la possibilité d'importer sur des plateformes tierces, type TrainingPeaks, par exemple, des parcours fractionnés ou que votre coach va vous proposer. Vous pourrez les importer. Et une fois que c'est importé dans Kinomap, exactement comme si c'était un parcours GPS, vous pouvez vous entraîner dessus. Et du coup, à la fin de l'entraînement, vous avez les rapports d'activité qui seront directement disponibles. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est s'élargir un petit peu. Je pense qu'on a une bonne réputation maintenant sur la vidéo entièrement géolocalisée, avec cette capacité toujours d'avoir plus de contenu et surtout du contenu de meilleure qualité, de jour en jour. On a rajouté les vidéos de coaching parce que c'est quelque chose qui a été demandé, donc où on substitue finalement des entraînements par intervalle, on substitue le dénivelé par des entraînements par intervalle en termes de niveau de résistance, de puissance ou de cardio. Et puis ces nouvelles fonctionnalités qu'on apporte, donc la console connectée, le mode GPS, et puis surtout la possibilité de faire de plus en plus de fractionnés. Voilà pour la présentation. J'espère que j'étais à peu près clair. Et je vous laisserai poser les questions, mais je vais répondre aux questions qui avaient été envoyées, je pense, sur le lien Facebook. Donc, une sur les avantages de Kinomap par rapport à d'autres logiciels ou comme Zwift. Je pense que chaque application a ses avantages et ses inconvénients. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est apporter le maximum de réalisme. On est peut-être un petit peu moins dans la grande compétition que Zwift, même si on a des compétiteurs, même si on a les modes multijoueurs qu'on a beaucoup développés depuis peut-être l'expérience que vous aviez eue sur Kinomap pendant le premier confinement. Mais voilà, on est vraiment dans le réalisme et dans la promotion des territoires. Donc, on est très lié au contenu vidéo et à la localisation des vidéos. On est déjà dans un monde très virtuel, très connecté, donc c'est pratique, c'est pas mal, mais je pense qu'on veut quand même rattacher à la discipline et le but, c'est dès que possible, aller dehors, aller enregistrer des vidéos, faites votre parcours, parce qu'en même temps, vous alimentez la plateforme. On constate de plus en plus d'utilisateurs qui Zwift, Shift, qui passent d'une application à l'autre, parce qu'on se lasse un petit peu de tout, et donc Zwift, c'est très bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu monotone. C'est peut-être le cas aussi de Kinomap. Quand on est sur Trainerroad et qu'on fait du fractionné pendant un mois, je pense qu'on a surtout envie de sortir de Trainerroad et de passer à autre chose. Donc, on commence à avoir, après ça représente un budget, mais des utilisateurs qui sont connectés sur une ou deux applications ou qui proposent de passer d'une application à l'autre. Et c'est notamment sur la partie abonnement. Nous, on a un abonnement mensuel sans engagement. Donc, en fait, vous pouvez quitter à tout moment. Puis après, on a des abonnements un peu plus attractifs sur des abonnements annuels. Et puis, on est les seuls aussi à proposer un abonnement à vie, c'est-à-dire vous payez une fois pour toutes, quelle que soit l'utilisation que vous en faites. Donc, voilà.
On est différent. Je pense qu'on cultive un petit peu cette différence. Je pense qu'on est plus attaché à la discipline historique, c'est-à-dire le vélo sur la route, la course en extérieur, l'aviron sur l'eau, peut-être que d'autres plateformes qui se développent plus dans un mode de jeu vidéo, mais qui apportent certainement la partie addiction qui est plus difficile sur la vidéo géolocalisée. Il y a une question sur découvrir toutes les applications sur le marché et les home trainers compatibles. Alors, sur les applications du marché, de ce qu'on connaît, c'est quand même sur le site de Wahoo. Certainement, il y a une liste assez exhaustive. Je crois qu'il n'y a pas loin de 250 ou 200 applications. Je pense qu'ils en ont retiré un petit peu et vous pouvez trouver, il y a du gratuit, du pas gratuit, du très spécialisé, du terminé, pas terminé. Donc, vous pouvez tester. Sur les plus grands éditeurs, généralement, vous avez une période de 14 jours gratuits, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre et découvrir. Sur les home trainers connectés, là, si vous allez sur le site de kinomap.com, il y a un onglet compatibilité. Et donc, vous allez avoir pour chaque marque la liste des modèles où on les a classés entre les équipements non connectés, sur lesquels il vous faudra un capteur additionnel, les équipements smart, donc ceux que vous pouvez connecter mais qui ne seront pas motorisés, et les équipements motorisés. Dans le monde du vélo, ce qui n'est pas le cas du cardio training, c'est si vous avez une application qui est compatible avec un home trainer, elle le sera avec tous les home trainers parce que les fabricants suivent un même standard. Donc, il n'y a pas vraiment de se poser la question de savoir si l'application BeCool, elle va marcher sur votre home trainer qui n'est pas un BeCool. Ce sera le cas puisque tout le monde utilise le même standard. Dans le monde du cardio training, dans tout ce qui est vélo d'appartement, vélo elliptique, tapis de course rameur, il n'y a pas de standard et là, il faut vraiment vérifier. Et je pense que Kinomap est l'application qui a la plus grande compatibilité matérielle. Mais là, il faut vraiment que vous vérifiez auprès des sites des constructeurs parce que chaque console, finalement, est un petit peu spécifique. Limite les interactions entre les outils connectés et la place physique des entraîneurs, menaces ou complémentarité. Alors nous, on pense que rien ne remplace l'entraîneur et que la partie, quand vous avez un entraîneur disponible, il faut faire la session avec lui. Quand il n'est pas disponible, il va vous donner un plan d'entraînement. Donc, vous avez quand même besoin d'une application qui va enregistrer vos données que vous pourrez après partager avec l'entraîneur. Et l'entraîneur va pouvoir vous guider sur d'autres programmes, d'autres niveaux de difficulté. Donc, c'est très complémentaire. On ne remplace pas les entraîneurs, mais l'entraîneur n'est pas toujours disponible. Et quand vous voulez vous entraîner et que l'entraîneur n'est pas là, je pense qu'une application connectée est un bon remplacement. Nous, on le voit dans des salles de gym, sur des cours de cycling. Quand le coach est là, vous avez 30 personnes dans la salle, il n'y a évidemment pas besoin d'une application connectée, mais le coach, il est généralement là le midi et puis en début de soirée. Dans la journée, il n'y a rien. Si vous êtes dans une salle où il y a 30 vélos et vous êtes tout seul à vous entraîner sans coach, sans personne, là, vous avez nécessairement besoin d'une application connectée. Donc, on vient plutôt compléter que remplacer. Petite question sur le fonctionnement de Kinomap pour savoir si on peut télécharger préalablement les parcours. Donc, c'est le cas. Vous pouvez télécharger les vidéos pour ceux qui s'entraînent dans leur garage ou dans leur sous-sol sur lequel il y a une connexion Internet qui n'est pas très bonne. Vous pouvez vous utiliser l'application, vous télécharger les vidéos et une fois que les vidéos sont téléchargées, vous pouvez vous entraîner quasiment sans accès Internet. Alors, il y a une petite distinction. Si vous êtes sur iOS, donc iPhone, iPad, vous pouvez complètement être déconnecté, donc pas du tout d'accès Internet. Si vous êtes sur Android, vous pouvez télécharger la vidéo, mais vous avez besoin d'une toute petite connexion Internet, même GPS, 2G, 3G, enfin vraiment un débit extrêmement faible parce que l'application, elle interagit un petit peu plus sur la partie multijoueur. Si vous êtes en multijoueur, il faut une connexion Internet, mais le fait de télécharger la vidéo en local fait que de toute façon, la bande passante va être extrêmement faible. Existe-t-il sur Kinomap des programmes d'entraînement Vélocité, VO2 Max, Seuil à faire sur plusieurs semaines? Donc ça, pour l'instant, on a un petit peu light sur cet aspect-là. C'est quelque chose qu'on cherche à développer sur la partie coaching et s'il y a des coachs qui sont
là, pendant le call, on les accueille bien volontiers. Question sur les meilleures applications. Je pense que j'ai expliqué les trois grandes catégories en fonction de ce que vous recherchez. Découverte de l'application, donc pour tous les utilisateurs, vous avez un accès gratuit pendant 14 jours et après, c'est sur abonnement. Et dans le cadre des accords et partenariats qu'on a avec la fédération, vous avez un code d'un mois qui a été distribué. Une question pour avoir des informations sur ce qui se fait. Là, je pense qu'il faut regarder sur les sites principalement des fabricants et peut-être le site de Wahoo qui est assez explicite. Alors, je vais prendre d'autres questions. Peut-être que ceux qui ont des questions, vous pouvez maintenant activer le micro. Je vous remercie d'avoir été silencieux. Là, c'est sur les écouteurs. Donc, le téléchargement de l'application, donc Kinomap, pour l'instant, on n'a pas de version desktop, donc ordinateur. C'est une application mobile à télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette. On a à peu près 75% de nos utilisateurs qui utilisent l'application sur un téléphone, donc c'est un écran relativement petit. En fait, on a un mode pour déporter l'affichage de la vidéo. Donc, en fait, le téléphone va simplement se connecter sur votre équipement pour le piloter et vous pouvez demander à ce que l'affichage soit déporté. Donc, à ce moment-là, vous ouvrez simplement un navigateur web et la vidéo va s'afficher sur votre PC, votre ordinateur ou votre grand écran. Et à quand la version Kinomap sur PC? Je pense que ce sera dans le courant du deuxième trimestre 2021. Mais pour l'instant, l'option Remote Display est tout à fait pratique. Calendrier pour planifier à l'avance ces sessions d'entraînement. Donc, il y a plusieurs types de calendriers. Vous pouvez soit suivre le calendrier des courses publiques et vous y inscrire, des courses privées auxquelles vos amis vous ont invité à participer ou auxquelles vous les avez invités. Pour l'instant, on n'a pas de calendrier en termes de programmation pour dire voilà, j'ai tel objectif, je dois faire cette vidéo-là aujourd'hui, j'en ai une demain, etc. C'est quelque chose sur lequel on va commencer à travailler, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a une question pour comment télécharger le parcours. Alors, il y a peut-être les deux questions en une. Si vous voulez contribuer aux vidéos Kinomap, donc une fois que vous avez enregistré votre vidéo et récupéré votre trace GPS, vous avez sur le site kinomap.com la possibilité de faire un upload, donc d'uploader votre vidéo, d'uploader votre trace GPS et quelques heures après, en fonction de la taille du parcours, la vidéo sera accessible et vous pouvez vous entraîner dessus. Quand vous êtes dans l'application et vous craignez d'avoir une bande passante Internet un petit peu faible, là, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de télécharger localement la vidéo et de pouvoir la jouer en local, comme je viens d'expliquer. Sur les vidéos qui sont dans Kinomap, sur kinomap.com, vous pouvez aussi télécharger le GPX. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé à récupérer le parcours GPX pour le remettre sur votre compteur de vélo, c'est également possible. Alors, pourquoi la vidéo de la sortie vidéo est figée par moment? Alors, quand vous êtes, quand la vidéo se fige, il peut y avoir deux raisons techniques. La première, c'est éventuellement un problème de bande passante, c'est-à-dire que la vidéo tarde à être streamée, donc vous pouvez éventuellement baisser un petit peu la qualité de la vidéo ou télécharger la vidéo à l'avance, de telle manière que vous soyez plus dépendant de la bande passante Internet. Donc ça, c'est la raison principale. Ce qui peut aussi arriver dans le mode challenge, c'est que si, par exemple, je prends une vidéo on a quelques courses de cyclistes professionnels qui sont postées sur Kinomap. Bon, la vitesse moyenne, c'est 60 km/h, ça attaque très très fort. Si moi, j'utilise cette vidéo en mode challenge et que je suis capable de faire que du 15 km/h, bah, du coup, la vidéo va être ralentie pour que ce que je vois à l'écran, c'est là où j'aurais dû être. Et du coup, elle va commencer à être saccadée, puisque entre 60 km/h et 15 km/h. Donc, au bout d'un moment, plutôt que la dégrader, on va préférer faire une pause, un peu comme ce qu'on appelle un mode catch-up, un mode de rattrapage. Et si vous êtes plus que 25, je crois, ou 50 km derrière là où vous auriez dû être, plutôt qu'avoir une vidéo qui est extrêmement ralentie, on préfère l'arrêter, vous laisser le temps de rattraper et puis la faire redémarrer. Donc, c'est un peu les deux raisons.
soit des vidéos qui sont un peu trop rapides par rapport à votre niveau, soit des problèmes de bufferisation Internet. Et dans ce cas-là, vous pouvez télécharger la vidéo à l'avance. Si vous voyez que le curseur continue à avancer, là, c'est certain que c'est un problème de bande passante Internet, puisque l'application va continuer à récupérer vos données. Donc, ce n'est pas très, très grave. La vidéo est figée parce qu'il y a un problème de streaming par rapport à l'accès Internet. Mais quelque part, les données, on continue à les enregistrer. Ça n'impacte pas la connexion entre l'application et le home trainer. Et donc, quand la vidéo recharge, un peu comme quand vous êtes sur YouTube, ça bufferise, c'est reparti. Donc, ça n'impacte pas du tout votre entraînement. Et si vous êtes en avant par rapport à là où la vidéo s'est figée, eh bien, elle va s'accélérer, elle va sauter pour vous ramener là où vous auriez dû être. Y a-t-il un mode d'entraînement via une notification mail et SMS? Alors, c'est le cas des courses multijoueurs privées. Si vous êtes inscrit à une course ou si vous invitez vos amis pour rejoindre une course, ils vont recevoir une notification pour dire Philippe vous invite, la course va démarrer dans une demi-heure. Peut-on jumeler plusieurs vidéos pour avoir un call plus long, par exemple? Alors, c'est un point intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas possible de faire des séquences de vidéos qui s'enchaînent. Il y a deux façons de contourner un petit peu l'absence de cette fonctionnalité. La première, c'est quand vous êtes sur kinomap.com ou même dans l'application, vous pouvez sélectionner les vidéos par géographie, difficulté, durée et distance. Donc, vous pouvez prendre des vidéos qui correspondent à vos parcours. Et vous pouvez aussi sur le site créer des playlists. Donc, vous pouvez très bien aller sélectionner tranquillement sur votre ordinateur les vidéos qui vous intéressent. Vous créez une playlist et dans cette playlist, eh ben, vous allez aller chercher les vidéos. Une fois que vous avez une vidéo dans une playlist qui contient plusieurs vidéos, une fois que vous avez terminé une vidéo, vous avez un petit symbole qui vous dit que cette vidéo est terminée à 100%, ou un symbole en disant que cette vidéo elle a été faite qu'à 30% parce que vous l'avez suspendue pour y revenir. Et une fois que la playlist est terminée, vous avez aussi un symbole 100%. Donc, on fonctionne par un biais de playlist. Une question d'un quelqu'un qui utilise Full Gas en complément de Kinomap qui constate qu'on force beaucoup plus sur Full Gas que sur Kinomap. Je ne sais pas, il faudrait regarder. Dans ces cas-là, peut-être bien de passer par le support. Donc, on a envoyé un mail à support@kinomap.com pour qu'on puisse regarder ce point-là. Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence puisque la base, c'est la puissance. Donc, si vous utilisez le même matériel, on récupère la même puissance. On a, nous, un moteur de simulation. On a utilisé un mathématicien qui, en fait, théoriquement, la vitesse, c'est les watts fois la pente, pondérée par votre poids, qui influe sur votre surface corporelle, le poids et la résistance au vent, la résistance de la route. Donc, il y a peut-être une modélisation qui est assez différente. On avait fait tester par un certain nombre de cyclistes professionnels qui avaient fait les parcours en réel, filmés, postés sur Kinomap, réentraînés sur Kinomap avec les mêmes cassettes, etc. Et on a généralement des temps de parcours qui sont extrêmement proches. Ce n'est pas tout à fait pareil, parce que vous n'êtes pas dans la même ambiance. Il n'y a pas la résistance au vent qui est pareil, mais je pense qu'on est assez proche. Mais ça m'intéresse de regarder cette partie-là avec vous. Donc, si vous voulez nous contacter sur le support, ce sera bien volontiers. C'est vrai que cette notion de machine est importante parce qu'en mode multijoueur, comme il y a une grande disparité de machines, comment on mesure la performance? Est-ce qu'on est sûr que les utilisateurs mettent bien leur poids correct? Parce que ce qui est intéressant, c'est le rapport poids-puissance. Et puis des machines qui sont parfois un peu trop optimistes, pas bien calibrées, pas les bonnes tailles de roues. Donc, les courses multijoueurs, nous, on essaie de faire plusieurs classements en fonction du matériel que vous utilisez pour essayer de limiter cette disparité. Et on a très peu de triche, pour être très franc avec vous. En tous les cas, ce n'est jamais volontaire, c'est souvent un petit problème de technique ou de configuration. Ce n'est pas de la triche pour la triche, mais c'est vrai qu'il y a une forte disparité des matériels. Mais pour revenir sur le cas de Full Gas, ce n'est pas un problème matériel puisque vous utilisez le même home trainer, donc je veux bien regarder un petit peu cette différence-là. Et j'ai un message pour me remercier pour mes réponses, donc je vous remercie à mon tour. Je pense avoir
répondu à peu près toutes les questions. Y a-t-il des modes handisport? Alors, est-ce que vous parlez de courses qui seraient réservées en mode handisport? Euh, ah oui, non, effectivement, c'est un bon point. Euh, on va y réfléchir, effectivement, ça peut être intéressant. Par le biais des courses privées, c'est ce que vous avez aujourd'hui avec la Fédération française de triathlon. On vous a, pour les licenciés, vous avez un code. Donc, avec le code, on sait que vous faites partie de cette communauté-là. Et du coup, bah, quand la fédération organise des courses, vous allez être notifié pour une course qui est contre vous. Et donc, on pourrait proposer finalement faire un tag handisport et faire en sorte que des courses ne soient réservées que sur un type de matériel ou un type de participant ou là dans la partie liée au handicap. Donc ça, c'est une bonne suggestion. Et l'autre suggestion, des modes tandem. Donc le fait de pouvoir peut-être coupler deux home trainers en même temps. On n'a pas de mode tandem aujourd'hui. Bon, si vous mettez un tandem sur un home trainer, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Ce sera intéressant. Non, on n'a pas. Peut-être qu'on a des tricheurs qui ont mis un tandem avec deux coureurs de bon niveau pour faire des scores. C'est peut-être plus efficace qu'un vélo électrique. On peut réfléchir à ça. Sur le type de vélo, effectivement, ah oui, on peut effectivement peut-être classifier sur un mode de vélo. Dans tous les cas, on tient compte des vélos. Tout à l'heure, je parlais de résistance au vent, résistance à la route. En fait, quand vous configurez votre profil dans Kinomap, vous pouvez spécifier le type de vélo. Évidemment, si vous êtes en VTT ou sur un vélo de triathlon, ce n'est pas du tout la même résistance à la route et au vent. Ce n'est pas la même surface corporelle également. Donc ça, c'est des paramètres que vous pouvez ajuster. Mais on va creuser sur la partie handisport. C'est quelque chose qui est intéressant. Pourra-t-on vider automatiquement nos activités sur Garmin comme sur Strava? Alors, on peine un petit peu avec Garmin. Donc, quand vous êtes dans Kinomap, et je les ai eus en ligne encore ce matin, enfin par mail ce matin, on a une petite dispute avec eux. Euh, Quand vous êtes dans Kinomap, à la fin de l'entraînement, on exporte à votre place, si vous le souhaitez, vos données d'entraînement sur Strava, c'est automatique. En fait, on ne peut pas le faire dans Garmin. Donc, dans Garmin, sur Garmin Connect, vous êtes obligé d'importer vos données manuellement. Donc, vous les récupérez de Kinomap et vous importez. C'est un peu fastidieux. En fait, Garmin, jusqu'à l'année dernière, facturait les éditeurs 20 000 $. Il fallait payer 20 000 $ pour accéder au mode de déchargement comme on l'a dans Strava ou Runtastic. Donc, l'année dernière, on n'avait pas l'argent, donc on ne l'a pas fait. Et puis cette année, il ne le propose plus. Ce n'est pas une question de payer, pas payer. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible. En fait, ils essayent de forcer les éditeurs, si vous êtes familier avec Connect IQ, qui est un petit peu leur langage de programmation pour leur montre et leur console, en fait, ils préféraient que vous connectiez votre home trainer directement sur votre compteur Garmin ou sur votre montre sans passer par un éditeur tiers type, type Kinomap ou Zwift. Alors, Zwift a payé l'année dernière les 20 000 $. Nous, on n'avait pas les moyens de le faire et cette année, on n'arrive plus à le faire. On est en train d'essayer de négocier avec eux. Je pense que le rachat de taxes n'aide pas, c'est-à-dire il ne facilite pas non plus l'arrivée de concurrents à taxes qui est maintenant propriété 100% de Garmin. Donc c'est un sujet un petit peu douloureux pour nous. On essaye de trouver une solution, mais pour l'instant, on ne l'a pas et j'en suis vraiment désolé. Eh ben, je pense que c'était la dernière question. Si vous avez d'autres questions ou des sujets, vous pouvez écrire à Kinomap, donc soit par le support@kinomap.com. On est très réactif parce qu'on adore l'interaction avec les utilisateurs, même si des fois les utilisateurs sont un peu hard avec nous, mais c'est comme ça qu'on avance. Et puis sinon, mon adresse c'est philippe@kinomap.net. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, bon courage pour la suite. À bientôt sur Kinomap.